Olivier Poisson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un peu le OSS 117 de Perpignan, puisque là, la dernière fois, c'est Istanbul ne répond plus, opération Le Corbusier. Alors, on rappelle pour les gens qui n'auraient pas suivi le précédent épisode qu'Olivier Poisson bosse pour l'UNESCO. Non, pas du tout. Je ne travaille pas pour l'UNESCO, je travaille pour le ministère de la Culture. Voilà. Mais je suis effectivement en charge des dossiers du patrimoine mondial, et c'est le patrimoine mondial, c'est l'UNESCO qui le gère et qui le met sur ses listes. L'UNESCO dont la capitale est à Paris, donc comme ça change pas. Oui. Comme ministère de la sauf Culture. Que le comité du patrimoine mondial, qui est l'organisme international qui inscrit les biens sur la liste du patrimoine mondial et qui suit leur état de conservation, lui se réunit chaque année dans un pays différent. Comme ça se voit pas trop. Alors, il y avait du Le Corbusier à Istanbul. Voilà. Alors, avant de parler de Le Corbusier à Istanbul, on va rafraîchir les mémoires sur ce qu'est Le Corbusier. Moi, j'ai connu un fauteuil, mais il me semble qu'il n'y a pas que ça. Non, pas tout à fait. Le Corbusier est un des grands architectes du XXe siècle, et c'est le premier architecte qui, dans l'histoire de l'architecture, a construit dans le monde entier. C'est important à reconnaître. C'est un homme qui a eu... Il est franco-suisse, c'est ça? Il est né suisse. Ouais. Il est né suisse à La Chaux-de-Fonds. Et à partir des années 1910-1911, il s'installe en France, à Paris, et il prendra assez rapidement la nationalité française. Donc il est franco-suisse. Et c'est un architecte qui a été non seulement un architecte dans le sens quelqu'un qui a fait des projets, mais aussi un théoricien, un visionnaire, un pédagogue et aussi un artiste, car il a une activité importante de peinture et de sculpture. Donc il a construit dans le monde entier. Il arrive à un moment où la Turquie n'est plus l'empire ottoman, mais l'État laïque d'Atatürk, qu'on va finir par regretter, vous allez le voir. Et c'est pour ça qu'en signe de modernité, on fait construire des choses à Le Corbusier en Turquie. Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Il n'y a pas d'œuvre de Le Corbusier en Turquie, pas à ma connaissance. Ah bah alors. Mais non, mais cette année, le comité du patrimoine mondial se réunissait à Istanbul, puisqu'il était présidé par une personnalité turque. Et donc ce comité, qui est composé de 21 pays, qui sont élus par tous les autres qui sont membres de la Convention du patrimoine mondial. Donc ce comité avait comme travail d'évaluer et d'inscrire un certain nombre de biens sur la liste. Et en particulier, un dossier que la France a conduit et piloté depuis plus de 10 ans, qui est un dossier international qui nous réunit à 7 pays. Alors l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, la France, l'Inde, le Japon et la Suisse, et qui réunit 17 édifices de Le Corbusier qui sont disséminés de par le monde et qui représentent son œuvre dans tous ses aspects importants pour le XXe siècle. D'accord. Alors, ça a été une grosse bataille ou c'est Le Corbusier, c'était facile? Ah non, pas facile du tout, parce que nous avons subi déjà 2 échecs. Ah. C'est-à-dire que ce dossier est un dossier qui a commencé d'être, disons, préparé il y a plus d'une dizaine d'années, en fin 2002, si ça vous dit quelque chose. Vous voyez, ça fait 13 ans. Oui, fin 2002, 2003. Et c'est justement un dossier compliqué à monter, puisque nous avons voulu faire dès le départ ce qu'on appelle une inscription en série, c'est-à-dire réunir un ensemble d'édifices qui témoignent de différents aspects de l'œuvre de Le Corbusier et de différents aspects de sa contribution à cette transformation profonde de l'architecture et de l'urbanisme au XXe siècle. Et évidemment, c'était une entreprise assez complexe, puisqu'il fallait réunir ces pays, il fallait choisir ces biens, et je dois dire que nous avons peut-être été un tout petit peu en avance sur notre temps, et que l'organe consultatif qui est chargé d'évaluer les biens que l'on va inscrire, qui est l'ICOMOS, le Conseil international des monuments et des sites, qui est une organisation non gouvernementale, a eu du mal à nous suivre, et on a eu 2 fois des évaluations négatives en 2009 et en 2011, ce qui nous a obligés à discuter avec eux, à reformuler un peu les choses, et enfin nous y sommes arrivés au but cette année. Alors la contre-argumentation pour Le Corbusier, c'est quoi? Alors, la contre-argumentation sur laquelle nous nous sommes heurtés, à laquelle nous nous sommes heurtés, c'était le principe même d'une inscription en série.
C'est-à-dire que, vous savez, le patrimoine, on peut toujours le voir comme des grands monuments. Et finalement, peut-être que certains de nos interlocuteurs se seraient contentés de mettre une ou deux ou trois des constructions emblématiques de Le Corbusier. Et voilà, un peu des monuments que tout le monde peut reconnaître. Or, ce que nous voulions, nous, c'était faire autre chose, c'est-à-dire construire un ensemble de biens qui représente toute une théorie, toute une œuvre. Et ça, c'était peut-être plus difficile à faire admettre et il a fallu tout ce temps. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est le dialogue qu'opèrent les monuments entre eux. Bien sûr, et puis tous n'ont pas le même programme, tous n'ont pas le même apport à la modernité du XXe siècle. Au début, Le Corbusier travaille surtout pour une architecture d'abord rénovée dans son langage. C'est lui qui pratique ce qu'on peut appeler le purisme, avec ce refus de l'ornement, avec cette idée de la promenade architecturale, avec des volumes très simples, avec des couleurs suivant une palette bien ordonnée. Et Le Corbusier s'intéresse à l'habitat individuel. L'habitat individuel aussi bien pour des riches clients, au début évidemment, les gens qui réagissent à la fin des années 10, au début des années 20. Oui, c'est pas les pauvres. C'est pas les pauvres. Et d'ailleurs, mais il ne faut pas se croire, par exemple, la cité Frugès à Pessac, à côté de Bordeaux, qui est une commande d'un grand industriel, Henri Frugès. Et évidemment, lui, Henri Frugès, est un mécène, mais c'est une cité ouvrière. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'architecture moderne est aussi pour les gens ordinaires. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça devient? À quoi ça sert finalement de mettre le Vistiplau? Parce que bon, ici on est sur la rumba catalane, mais pour du patrimoine immatériel. À quoi ça sert de mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, c'est une question d'une part de faire reconnaître la valeur de quelque chose. C'est, si vous voulez, on essaye en faisant ça de construire peu à peu une culture mondiale partagée. Puisque finalement, c'est l'ensemble du monde qui reconnaît la valeur universelle de l'œuvre de Le Corbusier. Et au fond, tout un chacun peut se l'approprier. Et c'est d'autant plus légitime qu'il s'agit d'une œuvre réellement mondiale, qui est répandue en Asie, en Afrique, sur 4 continents. Est-ce que dans les écoles, on en parlera plus de Le Corbusier? Sans doute pas, parce que dans les écoles d'architecture, on en parle toujours beaucoup. Oui, heureusement. En plus, Le Corbusier, comme je l'ai dit, est un théoricien dont l'œuvre écrite est très importante. Et autant que je sache, elle est toujours éditée et diffusée largement. Alors, l'autre aspect important, pourquoi est-ce qu'on fait ça, de le mettre au patrimoine mondial? C'est aussi dans une perspective de conservation. C'est-à-dire que, en fait, la France et les autres pays, et les 6 pays, en proposant de mettre cet ensemble sur la liste, s'engagent vis-à-vis du monde entier à préserver ces biens puisqu'ils ont été reconnus comme ayant une valeur universelle. Et c'est important parce qu'on met là-dedans évidemment des édifices très importants, parfois des édifices beaucoup plus modestes qui ont plus une valeur théorique ou une valeur exemplaire. La petite maison au bord du lac, par exemple, que Le Corbusier a construit à Corso, en Suisse, qui est une espèce de prototype d'habitat minimum. Ou le cabanon, le simple cabanon qu'il a construit pour ses vacances en 1953 à Roquebrune-Clerc-Martin, qui est une véritable œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est un espace si petit, mais si arrangé, si parfait au point de vue de son aménagement intérieur, qu'il est une véritable œuvre d'art habitable. Voilà. Alors, factuellement, vous étiez donc à Istanbul, et Istanbul, il y a un coup d'État, enfin à mon avis un faux coup d'État, mais on n'y reviendra pas, pour une reprise en main d'une personne contestée, Erdogan, enfin bon, passons. Et donc, ça fait quoi d'être en plein coup d'État, et est-ce qu'on le voit? Disons que, vous savez, les débats du comité du patrimoine mondial sont des débats qui sont parfois un peu longs. Et évidemment, nous étions un peu sur le qui-vive, savoir quand est-ce que notre dossier allait passer, est-ce qu'il allait passer le soir, le lendemain, etc. Et puis finalement, l'ordre du jour est épuisé le soir sans que Le Corbusier soit passé, si je puis dire, et c'était pour le lendemain matin. Et dans la nuit, il y a un coup d'État, on entend les avions de chasse qui rasent la ville d'Istanbul, le Parlement a été bombardé, des incidents assez graves ont eu lieu sur le Bosphore, sur les ponts du Bosphore. Évidemment, ça jette un froid et les travaux du comité ont été immédiatement suspendus. Alors, il y a eu une journée entre parenthèses. Mais comme ce n'était pas terminé,
vous avez continué jusqu'au bout, post. Oui, c'est-à-dire que tout dépendait du niveau de sécurité. En fait, comment dirais-je, la situation n'a jamais été vraiment compromise. Certes, il y a eu quelques heures où il y a eu même des combats, mais très localisés. Et en fait, dès le lendemain, Erdogan avait repris la main. Donc dans une mégalopole comme Istanbul... 15 millions d'habitants. Oui, entre 12 et 15 millions, je ne connais pas le chiffre exact, mais évidemment, vous, en tant que piéton, vous ne vous rendez compte de rien. Bon. Alors bien sûr, les mesures de sécurité ont fait qu'on nous a demandé de rester dans nos hôtels, etc. Et le comité a repris le lendemain, le surlendemain du coup d'État, mais pour une seule journée, en limitant l'ordre du jour au strict nécessaire, ce qui a fait que la décision sur le Corbusier a pu être prise. Ah, finalement, en fait, s'il faut, c'est le coup d'État organisé par l'UNESCO pour faire passer le Corbusier. Ah ben non, on avait plutôt le sentiment du contraire. On s'est dit au moment où ça devait passer, crac, un coup d'État, décidément, on ne l'aura jamais, cette inscription. Et finalement, on l'a eu, oui. Alors, on va parler en dernière ligne droite de Perpignan, du patrimoine qui se démolit, puisque l'ancienne pharmacie de l'oncle va tomber. Il y a eu un coup d'État aussi. Ben, c'est une nouvelle que j'ai trouvée en rentrant. Je ne vais pas avoir le dos tourné longtemps ici. Ah non, non. Enfin bon, il paraît que ce sont pour des raisons techniques et de sécurité qu'on doit abattre ces immeubles. Je suis personnellement extrêmement perplexe. Je suis architecte, je sais ce que c'est qu'un bâtiment en mauvais état, j'ai passé toute ma vie dans le patrimoine. Parce que la façade est nickel. Ah, c'est absolument nickel. Et s'il y a des problèmes, même des problèmes de termites ou n'importe quoi, ou de structures défaillantes, ça peut certainement être corrigé. Moi, ce que j'observe, c'est que d'une part, on détruit un petit lieu de mémoire. Certes, il est très modeste, parce que la pharmacie de Joseph de l'Oncle, enfin la place porte son nom. À quoi bon sert de donner un nom à une place si c'est pour détruire ce qui fait la raison même de cette dénomination? De l'Oncle a tenu là, dans cette pharmacie, une sorte de salon culturel. Alors c'est assez ancien, c'est des années 60, et voilà, il s'occupait de beaucoup de choses. C'est lui quand même qui a créé la Casa Peyral, lui qui a créé le musée des arts et traditions populaires. Et je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un petit effort. D'autant plus qu'on va démolir tout ce qu'on appelle la tête de l'îlot, c'est-à-dire le moment où, sur cette place Joseph de l'Oncle, il y a un îlot qui se termine et qui a des façades. On va avoir inévitablement des pignons aveugles. En fait, moi, je suis scandalisé, sincèrement, je le dis, je suis scandalisé d'un point de vue professionnel que Perpignan soit saccagé à ce point. Nos autorités municipales ne comprennent pas ce que c'est qu'une ville ancienne. Elles la saccagent à longueur de journée. Et quand j'ai appris ça en arrivant d'Istanbul, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. Enfin, Olivier, ce qui choque un architecte ne choque pas un comptable. Oui, ou un bureaucrate. Oui. Voilà, donc c'était le moment coup de gueule d'Olivier Poisson. On se retrouve pour vos prochaines aventures, Olivier? Mais pourquoi pas, pourquoi pas. L'année prochaine, nous allons à Cracovie. Ouh. Vous serez en pleine guerre entre la Russie et la tête de l'OTAN, ça va être superbe. Voilà, merci, merci Olivier. Au revoir. Au revoir.